L'armée ukrainienne s'attend à une offensive russe imminente dans le Donbass. Cette région est devenue la cible prioritaire de Moscou. Liés par le même destin, agressés par les forces russes, des secouristes syriens créent des tutos pour former les Ukrainiens, notamment face aux risques chimiques. Sur l'île de La Palma, touristes et habitants au plus près du Cumbre Vieja. 3 mois après la fin de l'éruption, des excursions sont organisées sur les flancs du volcan. Après plusieurs semaines de combat, les Russes se concentrent et repositionnent leurs forces dans l'est de l'Ukraine. L'objectif est de prendre le contrôle dans la région du Donbass. Moscou maintient sa pression sur la ville portuaire de Mariupol, que les soldats ukrainiens tentent désespérément de défendre. Les chefs des séparatistes pro-russes de Donetsk a affirmé lundi que ses forces avaient conquis entièrement la ville. Mais Kiev, qui dit mener l'ultime bataille, n'a pas confirmé cette information. L'un des porte-parole des occupants russes a déclaré qu'ils pourraient utiliser des armes chimiques contre les défenseurs de Mariupol. Nous prenons cela très au sérieux. Je voudrais rappeler aux dirigeants du monde que l'utilisation éventuelle d'armes chimiques par Moscou a déjà été évoquée. Il fallait déjà à ce moment-là réagir de façon plus sévère et plus rapide à l'agression russe. Lundi, le chancelier autrichien Karl Nehammer a rencontré le président Vladimir Poutine. Mais le dirigeant autrichien s'est dit pessimiste face à la logique de guerre du président russe. Suite à cette rencontre avec le président Vladimir Poutine, je ne peux pas dire que je suis optimiste pour la suite. L'offensive militaire en Ukraine est déjà bien préparée. Pour la Pologne, il n'est plus question de discuter avec Moscou. À ce stade de la guerre, la Russie a déjà commis des crimes de guerre. Je pense qu'il ne faut pas parler aux criminels et je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Plusieurs Ukrainiens font état d'un recours à des armes non conventionnelles à Mariupol. Le Royaume-Uni, de son côté, a annoncé lundi qu'elle enquêtait sur l'utilisation éventuelle d'armes chimiques par les forces russes. Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, est en visite en Russie aujourd'hui. Il doit s'entretenir avec Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostochny, situé au sud-est de la Sibérie. Selon les rapports, les deux présidents discuteront des aspirations du Bélarus à prendre une place dans les négociations avec l'Ukraine. Il semblerait que Minsk veuille être un des garants de la sécurité de l'Ukraine et Moscou soutient cette idée. Le ministre russe des Affaires étrangères l'a même suggéré il y a quelques jours. Dans une interview accordée à la télévision d'État lundi, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie ne voyait aucune raison d'arrêter les pourparlers. Il a toutefois souligné que Moscou n'interromprait pas ses activités militaires lorsque les parties se réuniraient à nouveau. Il a également affirmé que l'invasion de la Russie avait pour but de mettre fin à la domination des États-Unis dans le monde. Pendant ce temps, les autorités de plusieurs régions russes limitrophes de l'Ukraine ont renforcé la sécurité. Elles ont annoncé le niveau jaune de la menace terroriste, l'un des plus élevés, et ont demandé aux habitants de rester à l'écart des lieux publics bondés et de porter des documents d'identité sur eux. Vol, torture, viol, meurtre, les souffrances endurées par de nombreux Ukrainiens sous l'occupation russe semblent sans limite. Alors que Moscou met généralement ses allégations sur le compte de la propagande anti-russe, les habitants de villes comme Boutcha, Borodianka ou Tcherniv racontent ce qu'ils ont vu et vécu pour que cela ne tombe pas dans l'oubli. Le mari d'une collègue a été retenu dans une cave pendant 4 jours et violemment torturé, raconte Natalia qui habite près de Borodianka. Quand il a été libéré et qu'il est rentré à la maison, il pleurait comme un enfant. Tcherniv, en ruine, a des airs de ville fantôme depuis le retrait des troupes russes. On ne sait toujours pas combien d'habitants sont morts et combien ont réussi à fuir l'horreur. Mon neveu a été conduit 2 fois dehors pour être abattu. Il a dû se mettre à genoux, mais ils ont finalement tiré en l'air. Comme beaucoup de ses voisins, Valentina craint un retour des troupes russes.
Nous espérons vraiment qu'ils ne reviendront pas. La peur est toujours présente dans un coin de ma tête. D'une certaine manière, nous essayons aussi de nous préparer à cette éventualité. J'ai du mal à accepter que ma fille veuille partir avec mon petit-fils sans que je puisse les accompagner. Beaucoup de ceux qui ont fui l'occupation russe reviennent dans ce qui était autrefois leur maison. Les villes sont ravagées et l'Ukraine toujours en guerre. Eux aussi ont été bombardés par l'armée russe. Eux aussi ont perdu des êtres chers, souffert. Alors, dans les ruines d'Idlib, ces casques blancs des secouristes syriens tournent des vidéos pour former en ligne soignants et sauveteurs ukrainiens. Les Syriens se sentent proches des Ukrainiens, liés par le même destin face à l'agression russe. Le sort d'Alep, rasé par les Russes venus en renfort au président Assad en 2015, rappelle ce qu'est en train d'endurer Mariupol. J'ai vécu l'expérience ici en Syrie. Nous avons vécu sous les bombardements pendant 11 ans. Nous avons acquis de l'expérience et vu les victimes. C'est comme cela que nous avons amélioré nos compétences en sauvetage, pour aider les victimes de la bonne manière. Et nous avons réussi à sauver la vie de milliers de personnes. Selon ces Syriens, les Ukrainiens réclament particulièrement des informations sur les armes chimiques. Les forces de Bachar el-Assad ont plusieurs fois été accusées d'en avoir employé. Pour ces militants syriens, aider les Ukrainiens, c'est aussi espérer ne pas être oubliés si un jour Moscou et Damas sont tenus responsables pour leurs actions. La guerre en Syrie a fait 500 000 morts. C'était il y a 6 mois sur l'île de La Palma dans les Canaries. Le Cumbre Vieja se réveillait, crachant cendres et lave et forçant à l'évacuation de milliers d'habitants. L'éruption très médiatisée a officiellement pris fin en décembre dernier. Depuis quelques jours, les touristes ont fait leur apparition sur les flancs du volcan de nouveau endormi. Des excursions sont organisées non loin du cratère. Des itinéraires sécurisés ont été mis en place. Les premiers visiteurs sont les habitants de l'île eux-mêmes. C'est très impressionnant de voir ce que fait la nature et les destructions que cela cause. Il y avait tellement de maisons là-dessous. C'est horrible. Pour moi, c'est une chance de venir ici. Cela me permet de me réconcilier, d'accepter et d'apprendre à vivre avec cela. L'éruption a détruit plus de 900 bâtiments et dévasté l'économie de l'île. Le gouvernement de Madrid a promis une aide de 200 millions d'euros. En outre, le Cumbre Vieja reste encore sous très haute surveillance. Le Pakistan a un nouveau dirigeant. Le chef de la Ligue musulmane du Pakistan, Shehbaz Sharif, a été élu lundi Premier ministre de la République islamique. Son prédécesseur, Imran Khan, avait été renversé ce samedi à la suite d'un vote de défiance. Arrivé au pouvoir dans un contexte de crise économique, Shehbaz Sharif, lors de son premier discours, a annoncé une augmentation des salaires. Au Brésil, le tribunal électoral suprême a invité l'Union européenne pour la première fois à observer une élection. Le président brésilien Jair Bolsonaro, candidat à sa réélection, a critiqué à maintes reprises le système d'urne électronique. À 6 mois de l'élection, la justice brésilienne craint que Bolsonaro ne reconnaisse pas le résultat de la présidentielle en cas de défaite. Les sanctions prises à l'encontre des oligarques russes n'épargnent pas le pilote de Formule 1 Nikita Mazepin. Les autorités italiennes ont annoncé lundi avoir saisi une villa de plus de 100 millions d'euros appartenant au pilote russe et à son père. Nikita Mazepin, récemment évincé de l'écurie américaine de Formule 1 Haas, et son père Dimitri Mazepin figurent parmi les oligarques sur la liste noire de l'Union européenne. 5 mois après la fin de sa tutelle, la superstar américaine de la pop Britney Spears, âgée de 40 ans, a annoncé lundi qu'elle était enceinte de son 3e enfant. La cour de Los Angeles avait décidé le 12 novembre dernier de lui rendre le contrôle total sur sa vie personnelle, mettant fin à la tutelle exercée par son père Jamie Spears. Une mesure prise en 2008 en raison de troubles psychologiques et que la star avait qualifié d'abusive ces derniers mois.